Daniel, de m'avoir convié effectivement auprès de vous ce matin pour ouvrir cette journée nationale. Et je suis d'autant plus heureux que moi, j'ai pas trop l'habitude, en tant que président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, de m'adresser à des médecins généralistes et à des professionnels de première ligne, qu'il faut évidemment saluer pour l'ensemble de leur action, dont on sait l'importance qu'ils ont eue et qu'elles ont eue lors de la pandémie, en particulier, de la mobilisation, de l'innovation, de la manière dont vous avez bouleversé vos pratiques professionnelles pour rester au contact de vos patients et prendre en charge les nouvelles addictions qui se sont évidemment aggravées ou qui se sont multipliées depuis le début de l'année 2020. Et je voulais vraiment sincèrement vous remercier d'être là déjà aujourd'hui et de l'ensemble de votre action. Et pourquoi ce mot particulier, cet hommage singulier pour les professionnels de premier recours et en particulier les médecins généralistes? Mais simplement parce qu'on le sait avec l'objet qui occupe les microstructures et qui nous occupe tous aujourd'hui, c'est-à-dire les conduites addictives et en particulier le tabac et l'alcool, on ne parle rien de moins que des principales causes de mortalité prématurée évitables en France, avec 75 000 morts chaque année du tabac. C'est 8 mois de Covid, mais c'est tous les ans. 41 000 pour l'alcool. Ce sont les deux premières causes de mortalité, de survenue de cancer. C'est des coûts sociaux qui dépassent totalement l'entendement. On est en train de les revisiter aujourd'hui, de les réestimer avec l'aide de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Mais rappelons-nous qu'on est aux alentours de 100 milliards d'euros de coûts sociaux pour le tabac et pour l'alcool chaque année en France. Et même si on les réestime un peu à la baisse, probablement dans quelques semaines ou quelques mois, ça reste quand même des chiffres complètement incroyables. 100 milliards, c'est le plan de relance, pour vous donner une idée et refaire une analogie avec la question de la crise. Hommage aux médecins généralistes, aux professionnels de premier recours, simplement aussi parce qu'avec 12 à 13 millions de fumeurs quotidiens de tabac en France, avec 25% de la population adulte qui est au-dessus des repères de consommation à moindre risque concernant l'alcool, avec près d'1 million de consommateurs quotidiens de cannabis en France, avec des usages des écrans, des jeux vidéo qui ont naturellement augmenté durant la crise sanitaire, mais aussi les jeux de hasard et d'argent. Sachez que c'est la conduite addictive qui a le plus progressé pendant les mois de confinement en réalité, avec vraiment un recours à des jeux, du poker en ligne qui a été tout à fait massif. On voit bien que ces chiffres-là font qu'on n'arrivera pas à traiter la question si elle n'est pas prise en compte dès le premier recours, dès le cabinet du médecin généraliste, avec évidemment derrière la nécessité de s'articuler avec les services spécialisés. Je salue Amine Benyamina qui est avec nous, qui est président de la Fédération française d'addictologie. Évidemment, les CHU sont là pour tirer vers le haut, pour apporter de l'expertise, apporter de l'enseignement et faire en sorte de prendre en charge les personnes, ainsi que le secteur d'ailleurs médico-social, les personnes qui nécessitent un peu plus que ce que l'on peut faire en première ligne. Mais tout de même, c'est vraiment fondamental avec des chiffres de cette ampleur d'avoir un premier recours totalement mobilisé. Et je suis d'ailleurs assez content parce qu'on travaille de plus en plus étroitement avec le Collège de médecine générale. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur le site du collège, regarder les prémices du kit addiction qu'on élabore avec eux, avec une première fiche qui est consacrée au tabac et qui donne des repères extrêmement simples pour que chacun, dans sa pratique professionnelle de proximité, puisse davantage repérer, dépister, parler, évoquer, susciter la parole du patient et prendre en charge ce que l'on peut faire à cette place fondamentale qu'est celle du médecin généraliste. Alors, Daniel, venons-en un peu aux microstructures, pardon de ce détour, mais quand même, c'est au cœur de la problématique, qui est une forme effectivement, alors j'ose plus tout à fait dire nouvelle, mais en tout cas novatrice et complémentaire de ces soins de proximité, et qui constitue je pense pour nous tous qui êtes là, pour vous tous qui êtes là, pour moi aussi et pour vous Daniel et Georges-Henri Melnotte aussi, une longue et belle histoire
qui, à mon avis, est symbolique de plusieurs choses et que vous allez évoquer ensemble, j'imagine, tout au long de cette journée. Une histoire qui commence quand même au tout début des années 2000, 1999, 2000, c'est ça? Bon, à peu près. Ouais, ouais, à partir de cette préoccupation d'un certain nombre de médecins généralistes de proximité qui se sont dit on ne peut pas faire tout seul face à la complexité des cas, on ne peut pas faire tout seul pour traiter une addiction constituée, et en particulier peut-être même des co-addictions. Il nous manque des professionnels, il nous manque des compétences. Mais c'est évidemment là, dans le cabinet du médecin généraliste, là où s'établit le lien de confiance, là où s'établit l'alliance thérapeutique la plus solide, me semble-t-il, qu'il fallait faire venir auprès du médecin lui-même, et c'est cette idée vraiment novatrice et fondamentale, qu'il fallait faire venir les compétences, en particulier de nature psychologique et sociale. Ça a été vraiment, je pense, pour vous tous, un parcours du combattant et une abnégation formidable de croire en cette idée qui, à mon avis, est vraiment tout à fait géniale, et d'arriver à bricoler jusqu'à ces dernières années les conditions de la prise en charge financière de l'apport du psychologue et du travailleur social au sein même du cabinet du médecin généraliste. Ça a été formidable parce que ça permet au médecin généraliste de se recentrer sur sa fonction médicale tout en mettant autour du patient l'étayage professionnel qui est nécessaire, bien entendu, pour traiter ces difficultés liées aux conduites addictives. Les médecins généralistes se sont donc ainsi, je le disais, reconcentrés sur leur cœur de métier. Il y a une question de rupture de leur isolement, évidemment, qui était aussi au cœur de tout ça. Finalement, je me demande si ça préfigurait pas un peu les maisons de santé pluriprofessionnelles. Enfin, on est un peu au cœur du même sujet. Et ce service complet et intégré a d'emblée eu un écho tout à fait favorable à partir de ces premiers militants. Mais c'est grâce à la coordination nationale, moi je pense que c'est ça aussi l'idée géniale, c'est de ne pas avoir laissé un dispositif uniquement dans la sphère de chaque cabinet en réalité, mais d'avoir eu des gens tels que vous qui ont permis de faciliter l'ouverture des microstructures, bien entendu, de dialoguer aussi avec les pouvoirs publics et avec un esprit dont je peux témoigner, parce que je crois que j'étais à l'époque à la DGS lors des premiers dialogues, qui a toujours été un esprit constructif, qui a été un esprit vraiment de confiance. Vous aviez vos convictions, on avait nos difficultés pour trouver les solutions avec vous, mais on n'a jamais eu l'impression que c'était pas sincère, pas sain comme dialogue, et ça, je pense que c'est vraiment très, très important de vous rendre cet hommage. Et également, ce que vous avez fait tout de suite, c'est de soumettre la coordination et les microstructures aux enjeux de la recherche et de l'évaluation. Et dès les toutes premières années, je crois que ça devait dater de 2003 environ, il y a eu un premier travail d'évaluation qui a été conduit, je crois, par l'Université Louis Pasteur de Strasbourg et qui a commencé à montrer objectivement l'apport des microstructures dans la prise en charge des patients avec des addictions difficiles à traiter en dehors de ce contexte. Ça, c'est vraiment formidable. Puis après, il y a eu une époque que j'ai un peu mieux connue encore, 2008, où avec un travail qui était à l'époque avec la DRAS d'Alsace, je pense, la MILDECA aussi, enfin la MILT à l'époque territoriale. Il y a eu la volonté aussi de confier un travail à l'OFDT pour progresser encore dans l'évaluation des microstructures. Et ça a été évidemment, c'est aussi, je pense, vous récoltez les fruits de ces travaux-là, qui ont été des travaux difficiles, qui peuvent remettre en cause un projet, mais qui en même temps le font toujours progresser. Et donc, à ceux qui ont peur de l'évaluation, j'inviterai tout le monde à suivre le chemin de la coordination nationale des microstructures. Pour nous, pour la MILDECA, le soutien qui a été territorial, qui a été national, c'est aussi le soutien toujours à des dispositifs innovants, à la frontière un petit peu de ce que les uns et les autres, on ne sait pas très bien faire tout seul. Et moi, ça me plaît qu'on soit sur ce type de positionnement, à essayer de donner sa chance dans la durée aussi, à des projets qui sont atypiques, qui sont innovants, qui bousculent les habitudes, dont les solutions ne sont pas simples à trouver. Mais je pense que réellement, c'est avec ce genre d'initiative que nous, on a une petite valeur ajoutée aussi, c'est d'être à vos côtés sur la durée. Et c'est pour ça qu'on avait inscrit dans le plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 l'idée de
faciliter l'implantation des microstructures, tout en sachant qu'il persistait un certain nombre de problèmes, et notamment de financement. Mais on voulait vraiment, encore une fois, donner sa chance à un dispositif dans lequel on croyait. Et puis la solution ultime, je ne sais pas, mais en tout cas une solution importante est venue de ce fameux article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018, si je ne me trompe pas, et de l'équipe qui anime l'article 51. Je crois vous avoir dit, Daniel, que lorsque vous m'avez parlé de Corentine Nepel, ici présente, de Natacha Lemaire, qui dirige la mission article 51, vous étiez plutôt en de bonnes mains. D'abord parce que ce sont des amis et que je ne dis pas trop de mal de mes copains en général, mais au-delà de ça, j'avais travaillé avec elle et je savais que là aussi, ça allait être sérieux, ça pouvait s'inscrire dans la durée et que vous trouveriez peut-être une solution à vos problèmes. Et la solution, elle a été là. Elle a été de s'appuyer sur ce dispositif de financement innovant pour précisément financer l'innovation de votre idée, pour travailler sur la question du financement des psychologues et des travailleurs sociaux, et donc mettre en place, avec l'aide de 5 ARS qu'il faut citer et qu'il faut saluer, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, c'est le pays initialement à l'origine avec vous des microstructures, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et l'Occitanie, avec un solide cahier des charges, et mettre en place cette nouvelle phase d'expérimentation, mais je crois que là, on se dirige vraiment vers quelque chose d'extrêmement... PACA aussi, pour et ce PACA. Qui est Covid santé mentale. Surtout ne pas oublier PACA. Ah oui, oui, oui. Parce qu'ils ont été parmi les précurseurs avec non, le mais Grand tout à fait. Est. Oui, c'est vrai que c'était la deuxième région où ça s'est passé. Voilà, et je pense qu'à la fin, bon, j'espère que ça montrera évidemment là encore son efficacité et ses fruits. On aura comme ça un modèle économique autour des microstructures qui sera sans doute exportable et qui aura, et toute votre histoire, cette longue et belle histoire, aura servi à illustrer une nouvelle manière peut-être de travailler en proximité avec ces patients qui sont souvent en grande difficulté. Et puis ce beau travail se poursuit, cette confiance entre les pouvoirs publics et vous-même se poursuit au travers d'ailleurs d'une nouvelle expérimentation, je crois, dans l'article 51. C'est ça peut-être que vous évoquiez, c'était santé mentale, Covid et microstructure, si j'ose dire, qui est un sujet vraiment important. Nous, on suivra ça de très très près aussi, parce que vous le savez tous, même s'il y a un certain niveau de résilience collective, même si les indicateurs macroéconomiques sont plutôt pas mauvais en ce moment, on a une partie de la population tout de même qui, de manière durable, va s'inscrire dans des difficultés psychiques, dans une souffrance mentale qui va sans doute avoir un impact là aussi sur les conduites addictives. Et cette nouvelle expérimentation va être pour nous très importante pour porter une attention particulière à ces deux groupes de pathologies au sein des cabinets de médecine générale. Donc un grand merci encore pour votre engagement, pour vos actions, pour votre abnégation, et puis à tous pour votre attention ce matin. Et je vous souhaite une journée passionnante, parce qu'elle sera innovante une fois de plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Nicolas, de votre soutien. Le soutien de la Mildeca a en effet été indéfectible depuis le départ, depuis la création des microstructures. Et c'est grâce effectivement à ce soutien que nous avons obtenu dès 2000, en rencontrant Nicole Mastrachy à l'époque, que nous avons pu démarrer les premières microstructures, puisque la Mildeca nous a octroyé le financement des 2 postes de psychologues qui étaient nécessaires à l'époque pour que nous puissions démarrer cette nouvelle pratique de la médecine qui veut que s'adjoignent d'autres compétences aux médecins généralistes engagés dans le suivi de patients qui présentent effectivement des problématiques dites complexes aujourd'hui, à savoir à l'époque 90, 2000, c'était les années SIDA. Et c'est là où nous avons effectivement tous été confrontés à la difficulté terrible d'accompagner des patients pour lesquels il n'y avait pas de traitement, pas de solution, et qu'au départ, nous avons accompagné vers la mort, tout simplement. Et je crois que c'est ce qui a fait aussi cette urgence, cette première urgence sanitaire-là, qui a fait que nous soyons
obligés vraiment de nous allier et de travailler ensemble, médecine de ville, structures médico-sociales, autres acteurs, pour réussir à tenir quelque chose d'une offre de soins qui était hautement nécessaire, d'autant plus qu'elle concernait des patients usagers de drogue qui étaient et qui restent aujourd'hui encore stigmatisés et rejetés pour nombre d'entre eux. On le voit notamment par rapport à la situation des personnes consommatrices de crack aujourd'hui. Donc les problèmes continuent d'être patents et continuent continue d'exiger de nous une mobilisation importante et large, je crois. Alors, je vous remercie vraiment de tout ce que vous avez retracé comme histoire et du soutien qui a été le vôtre, celui de la Mildeka pendant ces 20 dernières années. Vous avez évoqué un certain nombre de points que je souhaitais évoquer moi aussi, donc ça va me permettre de faire court, qu'on puisse tenir effectivement le timing de la matinée. Quelques mots simplement pour, au titre de la CNRMS, vous dire où nous en sommes aujourd'hui, donc à plus de presque 20 ans de la création des premières microstructures, et remercier aussi l'ensemble des acteurs qui ont contribué à faire de ces réseaux ce qu'ils sont aujourd'hui et qui continuent à contribuer à les développer. Donc, aujourd'hui, la CNRMS coordonne 12 réseaux de microstructures qui sont répartis dans 7 régions, puisque nous avons aussi une première microstructure, voire 2, en Nouvelle-Aquitaine. C'est très récent et j'espère que nous arriverons à développer d'autres dans cette région. Donc 12 réseaux de microstructures, près de 100 microstructures aujourd'hui existantes. Je dis près de 100 parce que ça bouge tout le temps, dans la mesure où nous sommes maintenant dans un cadre expérimental, vous l'avez évoqué Nicolas, dans le cadre de l'article 51, et que des microstructures s'ouvrent très régulièrement dans les régions qui sont inscrites dans ces expérimentations. 190 médecins généralistes engagés, 64 psychologues, 63 travailleurs sociaux, 33 personnes qui s'occupent de la coordination territoriale et nationale de ces différents réseaux de microstructures. Les psychologues et les travailleurs sociaux étant mis à disposition pour la grande majorité d'entre eux par des XAPA et des CARUD, donc par le secteur médico-social, également par des réseaux de santé dans certaines régions. Et je remercie vraiment l'ensemble des partenaires de ce champ-là de permettre que ces équipes existent et puissent travailler au plus près des patients qui le nécessitent. 3100 patients suivis à fin octobre. 2990 patients dans le cadre de l'expérimentation relative aux problématiques addictives. 116, me disait Adélaïde d'ailleurs plus récemment, dans le cadre de l'expérimentation microstructure Covid, santé mentale. Et ce qui est patent, ce que nous aurons à objectiver dans le cadre d'une recherche que nous souhaitons mener, c'est la manière dont ces dispositifs, j'aime pas le terme de dispositif, cette modalité de travail convient plus particulièrement aux femmes. Elles sont 47% de la patientèle prise en charge dans le cadre des problématiques addictives et elles sont 72% dans le cadre du démarrage microstructure Covid santé mentale. On a là une spécificité du travail donc en médecine générale qu'il convient effectivement d'analyser d'un peu plus près, de voir ce qui fait que ces modalités de travail-là conviennent à ces femmes. Voilà, donc vous dire aussi que si l'expérimentation, le développement des microstructures... Pardon ? Non ? C'est là où, pardon, je pensais que... Si nous arrivons à développer les microstructures aujourd'hui de façon, je crois, régulière, ça tient également, et vous l'avez souligné, à l'implication des acteurs institutionnels, que ce soit au niveau des différentes directions du ministère de la Santé, ou également au niveau régional, puisque les ARS sont extrêmement partantes, impliquées dans la mise en place donc, des microstructures sur leur territoire. Mais, et je crois que vous l'avez rappelé, les microstructures ne seraient rien s'il n'y avait pas l'engagement des médecins généralistes volontaires. Ça suppose une réelle démarche de leur part. Ça suppose qu'ils ouvrent leur cabinet à d'autres
personnes, mais surtout à d'autres champs de compétences. Ça suppose qu'ils travaillent également en réseau, qu'ils contribuent à la réflexion qui est menée dans le cadre de cette nouvelle pratique. Ça reste une nouvelle pratique de la médecine quand même. François parlera peut-être d'un nouvel art de pratiquer la médecine, je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est cette synergie-là, c'est l'adjonction de toutes ces compétences-là et de toutes ces volontés aussi qui font que, mais j'espère que nous allons pérenniser, développer les microstructures dans les 6 régions impliqués dans les expérimentations, mais aussi dans toutes les régions ensuite, parce que beaucoup d'acteurs attendent effectivement l'issue des expérimentations pour étendre ces microstructures dans les régions qui n'en sont pas encore pourvues et qui, très curieusement, concernent plus particulièrement l'ouest de la France. Voilà, donc nous avons encore du travail, je pense, les uns et les autres, la CNRMS aussi, qui reste évidemment partie prenante dans les perspectives qui s'annoncent, et dans l'idée, effectivement, que ce concept et ces modalités de travail qui mobilisent médecins, psychologues, travailleurs sociaux et patients, parce que je crois que si eux ne nous faisaient pas confiance, eh bien, nous aurions du mal aussi à travailler comme nous travaillons aujourd'hui. Et puis, voilà, je crois que vraiment mes remerciements à l'ensemble des acteurs, j'espère que je n'ai oublié personne, pour le travail que nous menons de concert.